C'est une élection qui arrive importante avec un impact conséquent mais pourtant très peu connu. Dans un peu plus de 3 semaines, les Français, comme le reste des Européens, sont appelés à voter pour les élections européennes. L'objectif, élire les 720 députés européens qui composeront donc le Parlement européen. Comment est composé ce Parlement et puis surtout, à quoi servent réellement les députés européens? J'ai déjà dit européen 10 fois dans ce début d'actu, ça commence très bien. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour. Du 6 au 9 juin prochain, ce sont près de 360 millions de personnes qui sont appelées à voter pour les élections européennes qui ont lieu tous les 5 ans. Ces élections, elles vont se tenir dans les 27 pays membres de l'Union européenne. Et c'est une élection, c'est déjà le premier élément important, une élection à un seul tour, dont l'objectif est d'élire les députés européens, qu'on appelle aussi parfois les eurodéputés, et qui siègent au Parlement européen à Strasbourg. Et ce Parlement européen, il faut savoir que c'est la seule institution de l'Union européenne qui est directement élue justement par les citoyens. Alors attention, vous avez peut-être entendu parler d'un vote du 6 au 9 juin, mais en fait, selon le pays dans lequel vous votez, eh bien le vote sera organisé un jour précis. Par exemple, aux Pays-Bas, les Néerlandais iront voter le 6 juin, mais en France, on a l'habitude, vous le savez, de voter le dimanche. Le vote aura donc lieu le 9 juin. Il aura lieu cependant le 8 juin dans certains territoires d'outre-mer comme la Guadeloupe ou encore la Martinique. Et pour tous les pays, les premiers résultats seront dévoilés le dimanche 9 juin à partir de 20h. On aura l'occasion d'ailleurs de vivre ça ensemble. Je ferai un live directement sur ma chaîne YouTube et sur TikTok pour suivre ces résultats d'élection. Alors on va voir à quoi sert le Parlement européen, mais déjà comment est-ce qu'il est composé et donc comment fonctionne ce vote. L'objectif donc de ces élections, c'est d'élire les 720 eurodéputés qui composent ce Parlement. Et pour le moment, il faut savoir qu'il y en a seulement 705 qui y siègent. En fait, en 2023, les députés européens ont voté le passage de 705 à 720 élus au Parlement pour mieux refléter en fait des écarts de population entre les États membres. Car justement, c'est là l'un des points importants. Tous les États membres de l'Union européenne n'ont pas le même nombre de députés européens. En fait, ça varie en fonction du nombre d'habitants dans chaque pays. Par exemple, l'Allemagne, c'est 96 eurodéputés, alors que le Luxembourg ou Malte, c'est 6 députés. Et dans le cas de la France, il y en a actuellement 79 et il y en aura 81 après les élections. Autre élément important à noter, une fois élus, les députés, ils se réunissent pas par pays, ils se réunissent en l'occurrence par groupe politique. En gros, dans chaque groupe politique, on peut avoir des députés des 27 pays donc. Ils sont donc liés par leur orientation politique. Mais c'est un sujet qu'on aura l'occasion d'évoquer à nouveau, que ce soit sur YouTube ou alors sur Instagram. Alors l'élection en tant que telle, elle est un peu différente du fonctionnement d'une présidentielle par exemple. Je l'ai dit déjà, c'est une élection en un tour. Par ailleurs, deuxième chose à noter, les électeurs, ils votent pour des listes de candidats. Donc c'est pas un seul candidat, mais en fait une liste de candidats. Concrètement, chaque parti ou chaque mouvement qui doit se prêter à cette élection doit donc proposer une liste de 80 candidats. Et ensuite, c'est très simple, lors du vote, les personnes votent pour une liste. Et ensuite, eh bien, les listes qui obtiennent moins de 5% des suffrages sont éliminées, tandis que les autres listes, qui ont donc plus de 5% des suffrages, se répartissent les 80 sièges de façon proportionnelle au score qu'ils ont obtenu. On va pas rentrer dans le détail des calculs, mais du coup, c'est très simple. Plus une liste a un score important, et bien plus cette liste aura des députés au Parlement européen. Et pour vous donner un exemple très simple, lors des dernières élections européennes en 2019 par exemple, c'est le Rassemblement national qui était arrivé en tête. Il avait obtenu donc 23 sièges. Juste en dessous, c'était la liste de Renaissance donc d'Emmanuel Macron qui avait obtenu 22% des suffrages et donc près de 23 sièges aussi. Et pour prendre un autre exemple, la France Insoumise par exemple avait obtenu 6% des suffrages et donc 6 sièges à l'époque. Bon, l'élection, j'espère que c'est plus clair. Vous me direz dans les commentaires si vous avez des questions, parce qu'on fera d'autres posts dans tous les cas dans les prochains jours. Maintenant, autre question, à quoi servent les députés européens? Premier élément, dans les prochaines semaines après les élections, les députés européens vont élire le président ou la présidente du Parlement européen. Ensuite, ils doivent désigner à la majorité absolue la personne qui va présider la Commission européenne. La Commission européenne, c'est une autre institution extrêmement importante. C'est en fait l'organe exécutif de l'Union européenne. Et actuellement, c'est l'allemande Ursula von der Leyen, qui est d'ailleurs candidate à sa propre succession. Plus largement, en fait, les députés européens au quotidien, ils ont 3 pouvoirs principaux qui sont très importants. Le premier pouvoir, c'est un pouvoir de contrôle. Il consiste à superviser les activités de la Commission européenne que je viens d'évoquer à l'instant, notamment donc en examinant ses actions. Ils peuvent par exemple poser des questions aux membres de la Commission lors de séances parlementaires ou alors demander des comptes sur des sujets spécifiques. Ils peuvent aussi d'ailleurs voter ce que l'on appelle une motion de censure contre la Commission européenne pour la destituer et qu'il y ait un changement. Le deuxième pouvoir qu'on peut noter, il est
budgétaire. En gros, c'est les eurodéputés qui jouent un rôle clé dans l'élaboration et dans l'approbation du budget de l'Union européenne. Autrement dit donc, dans la façon dont l'argent de l'Union européenne va être utilisé. Enfin, le troisième pouvoir, c'est un pouvoir législatif. Concrètement, les eurodéputés, ils peuvent formuler, discuter, voter des textes législatifs au niveau européen et donc des lois européennes qui sont ensuite appliquées à l'échelle de chaque pays. Bon, et parmi les décisions qu'on peut noter qui ont été prises récemment par le Parlement européen, il y a eu par exemple celle de réviser la politique agricole commune, donc la PAC, qui impose notamment des obligations écologiques aux agriculteurs en échange d'aides financières. On peut aussi penser éventuellement au rôle qu'a joué le Parlement européen dans l'adoption du RGPD, qui est donc la législation européenne en matière de données des utilisateurs. On peut aussi évoquer le Green Deal ou encore de la régulation sur l'intelligence artificielle. Je rentre pas dans les détails de tout ça, mais c'est des choses qu'on a déjà eu l'occasion d'évoquer sur ces dernières années et qu'on va revoir à nouveau plus en détail là dans les prochains jours pour comprendre concrètement l'impact de l'Union européenne sur notre quotidien et tous les débats qui sont très importants sur la ligne donc que l'Union européenne doit tenir. D'ailleurs, tout ça fera donc l'objet de prochaines vidéos sur la chaîne. On va essayer de mieux comprendre donc les différentes visions et les programmes des différentes listes pour ces élections européennes. Et il y aura des contenus donc dans ce format des actus du jour. Il y aura des contenus aussi beaucoup sur Instagram. N'hésitez pas du coup à nous suivre directement sur Instagram pour suivre ces élections. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Il y aura beaucoup de contenus de comparaison des programmes des candidats, etc. Le vote, en tout cas, c'est donc le 8 juin pour certains départements d'outre-mer ou autrement le 9 juin. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous laisse avec Blanche pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et salut tout le monde. On commence avec cette actu. L'ex-ministre Damien Abad, aujourd'hui député, a été mis en examen pour tentative de viol. Damien Abad avait été nommé en mai 2022 ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées dans le gouvernement d'Elisabeth Borne. Mais dès le lendemain de sa nomination, le site d'investigation Mediapart révélait que 2 femmes avaient porté plainte pour viol contre lui, des plaintes classées en 2012 puis 2017. Sauf que quelques semaines plus tard, en juin 2022, une 3e femme déposait plainte contre lui qui avait mené à l'ouverture d'une enquête pour tentative de viol. La plaignante affirme qu'en 2010, lors d'une fête chez lui, Damien Abad lui aurait donné un verre avec quelque chose de suspect au fond qu'elle aurait recraché puis qu'il aurait tenté de l'obliger à lui faire une fellation. Elle se serait ensuite échappée en le frappant au ventre. Alors de son côté, Damien Abad a assuré, je cite, n'avoir aucun doute que son innocence serait confirmée à l'issue des investigations, selon un communiqué transmis à l'AFP. Il avait d'ailleurs mis en avant son handicap, assurant qu'il ne peut physiquement pas contraindre une femme à avoir une relation sexuelle avec lui. A noter que dans les 2 autres affaires de viol, Damien Abad a été placé sous le statut de témoin assisté. Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un statut plus favorable que celui de mise en examen, qui veut dire qu'il n'est en gros pas formellement accusé. Deuxième actu, toujours en France et plus précisément à Rouen en Normandie, un homme armé qui voulait mettre le feu à une synagogue a été abattu par la police ce vendredi matin, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Selon le maire de la ville, l'individu aurait brisé une vitre puis, je cite, jeté un élément incendiaire dans la synagogue avec un départ de feu et des dégâts significatifs. Et selon les informations du journal Le Figaro, à l'arrivée de la police, le suspect était debout sur un mur avec une barre de fer dans les mains et a sauté du bâtiment pour se précipiter sur les policiers en brandissant un couteau de 25 cm. Le policier visé aurait d'abord reculé avant de lui tirer dessus, ce qui a donc entraîné sa mort. Alors pour l'instant, on ne connaît pas encore l'identité de l'assaillant, mais selon les informations de l'AFP, il était sous obligation de quitter le territoire français depuis moins d'1 an, mais cette OQTF était non exécutable, donc elle ne pouvait pas être mise en œuvre pour plusieurs raisons. En tout cas, une enquête a été ouverte par le parquet de Rouen pour incendie volontaire visant un lieu de culte et violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique. De son côté, Gérald Darmanin a dénoncé, je cite, un acte antisémite particulièrement grave. Troisième actu, je voulais vous tenir au courant de la situation en Nouvelle-Calédonie, qui est un petit peu plus calme ce vendredi, selon Louis Lefranc, le représentant de l'État français sur le territoire. Cependant, une école et 2 entreprises ont quand même été incendiées après une 4e nuit d'émeute pour protester contre la réforme électorale votée à l'Assemblée nationale. Sinon, l'armée a aussi été déployée en soutien des forces de l'ordre devant l'aéroport de Nouméa-Magenta, selon le ministère des Armées, mais les militaires ne peuvent pas utiliser d'armes létales en légitime défense, sauf si les forces de l'ordre sont indisponibles ou qu'elles ne sont pas assez. Et d'ailleurs, les premiers renforts sont arrivés à Nouméa, donc des gendarmes, des policiers, des membres du GIGN, des CRS et des sapeurs-pompiers. Au total, plus de 1000 hommes sont attendus pour renforcer les effectifs sur place. En tout cas, Emmanuel Macron a écrit aux forces calédoniennes pour leur dire que le gouvernement proposera une rencontre à Paris dans les prochaines semaines avant la convocation du Congrès qui entérinera la réforme constitutionnelle contestée officiellement. Alors un accord pourrait peut-être avoir lieu entre-temps, on continuera de vous informer là-dessus. Autre actu, l'armée israélienne a annoncé ce vendredi avoir rapatrié les corps de 3 otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, parmi eux celui de Shani Louk, une jeune germano-israélienne enlevée par le Hamas lors d'un festival de musique le 7 octobre. Environ 125 otages israéliens et étrangers, dont 3 ressortissants
ressortissants français sont toujours en captivité à Gaza, selon Israël. Quatrième actu aux États-Unis, une tempête exceptionnelle a frappé la ville de Houston au Texas, faisant au moins 4 morts et des dégâts importants. Houston, c'est la 4e ville la plus peuplée des États-Unis, elle compte 2 millions d'habitants. Sur les réseaux sociaux, les médias locaux et de nombreuses personnes ont publié des images impressionnantes de fortes pluies et de rafales de vent allant jusqu'à 160 km/h. 800 000 foyers sont actuellement privés d'électricité, selon BFM TV. De nombreux bâtiments ont été endommagés avec des fenêtres brisées et de la pluie a même transpercé le toit d'un stade de baseball. Selon le maire de Houston, les 4 décès seraient très probablement dus à des chutes d'arbres. Ça pourrait être aussi des personnes restées coincées dans leur voiture. Alors beaucoup d'écoles sont restées fermées ce vendredi et les dégâts sont encore en cours d'évaluation. 5e actu, on connaît désormais les noms des joueurs qui composeront l'équipe de France de football pendant l'Euro qui aura lieu cet été en Allemagne. La liste a été dévoilée par le sélectionneur français Didier Deschamps ce jeudi soir. Alors il y a au total 25 joueurs et dans les surprises, il y a le retour de N'Golo Kanté, champion du monde 2018, lui qui n'a plus porté le maillot de l'équipe de France depuis juin 2022. Sinon, Didier Deschamps a aussi sélectionné pour la première fois Bradley Barcola, 21 ans, qui joue au Paris Saint-Germain. Pour le reste de l'équipe, je vous mets le lien de la liste en description. En tout cas, les Bleus commenceront l'Euro avec un match contre l'Autriche le 17 juin, puis le 21 juin face aux Pays-Bas et le 25 juin face à la Pologne. Et on termine avec cette actu, je voulais vous parler d'Emilien, 21 ans, actuellement candidat au jeu Les 12 coups de midi, diffusé sur TF1, et qui est devenu le plus grand champion de l'histoire des jeux télé en France. Il a passé ce jeudi le cap du million d'euros de gains dans sa cagnotte, qui s'élève désormais à 1 039 071 euros. Jamais un candidat n'avait gagné autant d'argent dans un jeu télé en France. Alors il n'a pas encore battu le record du nombre de participations dans l'émission Les 12 coups de midi, même s'il est présent tous les jours depuis septembre. Il a d'ailleurs dû mettre ses études d'histoire entre parenthèses. Il lui reste en effet encore 18 émissions avant d'arriver aux 252 participations de Bruno, un autre candidat qui était reparti avec 1 026 107 euros. Merci beaucoup Blanche pour ces actualités en bref. Alors ce week-end, pour plus d'actualités, rendez-vous directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte. Passez un excellent week-end, prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis je vous dis à lundi.